Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Ouverture ce 9 juillet en Suisse de la 41e session de l'Assemblée des parlementaires francophones. À l'occasion, les femmes membres du réseau des femmes parlementaires francophones se sont réunies au palais du Parlement suisse pour préparer les résolutions qu'elles vont présenter à ces assises. Plus de détails avec notre envoyé spécial sur place, Crispin Chibasso. Avant la cérémonie officielle de l'ouverture de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue pour ce jeudi à l'hôtel Allègre ici à Berne en Suisse, les réseaux des femmes parlementaires s'est réunis au palais du Parlement ce mardi pour adopter les résolutions à présenter à la 40e session de l'APF1. On a donc noté parmi les résolutions la recommandation faite aux États de la francophonie d'inscrire l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur constitution. Cette égalité devra s'étendre au statut marital. Et ce jeudi, les 4 commissions se sont retrouvées au palais du Parlement pour l'adoption des recommandations à soumettre à la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ici à Berne. À la commission de l'éducation, de la communication et affaires culturelles, le député national de la République démocratique du Congo, Mokako, a présenté les rapports des activités du réseau parlementaire de lutte contre le VIH, SIDA et la tuberculose. Constat fait, les avancées sont enregistrées, mais beaucoup reste à faire. Quant à la commission politique, les recommandations ont été adoptées en rapport avec la situation qui prévaut dans le pays de l'espace francophone. Ces recommandations adoptées devront donc être présentées à la 41e session qui ouvre ses portes ce jeudi. Et la cérémonie officielle d'ouverture sera ponctuée par la présence du secrétaire général de l'OIF, nous avons cité Michel Jean. Et la clôture interviendra le vendredi prochain, ici à Berne. Et justement, quelles sont les recommandations prises lors de cette réunion en prélude des travaux qui s'ouvrent ce 9 juillet? Le compte rendu avec le rapporteur général du réseau à la commission ECAC. Étant rapporteur général des activités du réseau parlementaire de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, nous avons fait le rapport de ces activités depuis notre dernière réunion tenue en N'Djamena, oui, le 25 mai. Alors, qu'est-ce qui a été dit essentiellement? Que le travail contre la lutte contre le VIH-Sida, tuberculose et paludisme reste encore à faire. Bien qu'on enregistre quelques avancées positives, mais le gros reste encore à faire. Il faut mobiliser beaucoup de moyens, il faut mobiliser de bonnes volontés, il faut mobiliser les organismes internationaux qui financent ces activités-là. Il y a des poches de résistance dues à la discrimination qui est faite contre les personnes cibles. Cette discrimination fait en sorte que ces gens n'approchent pas les milieux qui s'occupent du traitement, de prévention de sida. Alors c'est ça le drame. Il faut décriminaliser les personnes vivant avec le VIH-Sida. Il faut ne pas les révoquer de l'école, du travail. Il faut les garder, il faut tenir compte de leur dignité. Pas seulement par l'APF, mais par le monde entier. Parce que c'est un sujet important. Les personnes vivant avec le VIH-Sida sont catégorisées comme un monde à part. Et ils ont honte de se faire voir. Ils ont honte de consulter les milieux qui sont préparés, les centres médicaux qui sont préparés pour les accueillir. Et c'est ça le drame. Plus ils s'éloignent de ces milieux-là, plus la pandémie se multiplie. Dans l'actualité, revenons sur les préparatifs de la conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, prévue en 2016 à Kinshasa. C'est l'essentiel de l'échange entre le Premier ministre Matata Ponyo et Saïd Djinnit, envoyé spécial de Ban Ki-moon dans les Grands Lacs. C'est en février 2016 que Kinshasa abritera les travaux de la conférence internationale sur les investissements du secteur privé des pays des Grands Lacs africains. Et pas de souci majeur, la République démocratique du Congo ayant la réputation d'organiser avec franc succès les rencontres internationales. Et Saïd Djinnit le sait très bien. L'envoyé spécial des Ban Ki-moon dans les Grands Lacs a même déclaré que les préparatifs avancent bien. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État de la région dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Et après un processus de sélection, la RDC a été choisie
pour accueillir cette conférence qui est un moment important pour la région et pour la RDC. Et donc j'ai discuté avec Monsieur le Premier ministre de l'état des préparations de cette conférence qui aura lieu en février 2016 à Kinshasa. Il s'est réjoui par ailleurs de la bonne collaboration de la RDC dans l'appropriation et l'application des engagements pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Autres sujets abordés par le Premier ministre Matata et son hôte de marque, l'évolution du processus électoral. J'ai saisi l'occasion pour encourager le Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale sous l'impulsion du président de la République, M. Kabila, pour poursuivre les efforts visant à satisfaire les besoins de la population et à créer les bases d'un développement durable. Et également, nous avons fait le point sur l'état de la préparation des élections. Saïd Djilit a réitéré le soutien des partenaires internationaux de la RDC dans ce secteur. Et au cours de la même journée, le Premier ministre a présidé la remise symbolique de titre de la première promotion de l'École nationale de l'administration ENA. C'était hier mercredi à l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel, après avoir suivi une formation de qualité dispensée au cours de l'année 2014-2015. Eh bien, ces récipiendaires sont désormais disponibles sur le marché de l'emploi. Regardez. Comme à l'inauguration de cette école, Matata Ponyo a voulu, par sa présence à cette cérémonie, envoyer un message fort aux nouveaux administrateurs civils, celui de la culture des valeurs, d'intégrité, d'excellence, de justice et de patriotisme. Les fonctionnaires n'ont pas le salaire qu'ils avaient il y a 5 ans. Le chef de l'État est très engagé dans l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des fonctionnaires. Ceci s'est fait progressivement, tout en respectant les règles de l'art, tout en respectant aussi la stabilité du cadre macroéconomique et tout en respectant aussi l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population. À ces valeurs, il faudra ajouter la performance dans le travail et le ministre Kibala de la fonction publique leur a rappelé cette mission. L'année clôturée, les résultats publiés, le moment est particulier pour ces lauréats de l'ENA, pour qui les sacrifices consentis et les peines endurées ne sont plus qu'un vague souvenir. C'est un sentiment de rêve accompli et de très grande satisfaction parce qu'au début, on se posait beaucoup de questions. C'était un navire qui démarrait son périple et aujourd'hui, voilà, nous avons réussi à accoster. Et les perspectives pour l'ENA 2015-2016 se dessinent. Le directeur général de l'école annonce la construction d'un campus et d'un centre de recherche administratif. C'est encore des projets qu'il faudra réaliser. Entre-temps, l'administration publique congolaise attend beaucoup de ces produits de l'ENA qui désormais doivent convaincre par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans un profond changement des mentalités. Direction les provinces et on commence avec Matadi dans le Congo central où les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle ont échangé avec la ministre du Commerce sur les différents problèmes que connaît actuellement cette entreprise de contrôle. Occasion également pour la ministre du Commerce de s'imprégner du fonctionnement de ce service. Nefertiti Ngoudianza a par ailleurs promis de trouver des solutions à tous les problèmes relevés, mais cela avec la politique de petits pas. Le but de son arrivée ici à Matadi était d'abord de prendre part à cette grande cérémonie commémorative du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ensuite, se rendre dans les installations de la direction provinciale de l'Office congolais de contrôle pour une visite d'inspection. Ici, tout le monde était mobilisé pour accueillir la ministre du Commerce, Nefertiti Ngoudianza, qui commence par un échange avec la direction syndicale sur la régularisation de la situation salariale des agents et cadres de l'ECC, un défi qu'il faut relever. Sous l'impulsion du chef de l'État et aussi du chef de gouvernement, nous sommes en train de voir comment essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qui nous occupent. Des challenges auxquels nous devons faire face, il y a le problème des arriérés des salaires, tout à fait. Il y a des problèmes liés aux ressources humaines. Tout cela, ce sont vraiment des défis que nous devons relever tous ensemble. Mais il est vrai que pour y aller,
nous devons y aller avec une politique de petits pas. Pour sa part, le directeur général de l'ECC Matadi se réjouit de l'accompagnement de la ministre du Commerce pour le meilleur fonctionnement de cette institution de contrôle. Je tiens à remercier Madame, Son Excellence, la ministre. C'est grâce à elle, avec son appui, que nous avons pu essayer de chercher, de trouver une solution aux problèmes qui se posent à l'ECC. Sa descente s'est bouclée par la visite des différents laboratoires d'analyse chimique et microbiologique. Elle a eu droit aux explications de tout le processus de vérification des produits avant leur commercialisation. Au Nord Kivu, la 3e journée du paiement de la pension de retraite de personnes de 3e âge par l'Institut national de sécurité sociale, c'était hier mercredi. 561 personnes en sont bénéficiaires. Cette opération, qui concerne tout le Nord Kivu, va s'étendre sur une période de 3 mois et pour un coût global de plus de 85 544 276 francs congolais. Le directeur provincial de l'INSS, qui a lancé ce deuxième trimestre de paiement, a appelé les travailleurs à mettre une pression sur leurs employés et plutôt leurs employeurs pour qu'ils soient affiliés et ainsi bénéficier de cette pension de retraite. Les personnes qui ont bénéficié de cette pension de retraite de l'INSS sont pour la plupart âgées de plus de 60 ans. C'est d'ailleurs l'une des conditions pour en être bénéficiaire. Et au Nord Kivu, ils sont 561. Le directeur de l'INSS en province, Bachonga Kassole Jean-Pierre, dit que l'avantage d'être affilié à l'INSS, c'est pour prévenir ces vieux jours. Qui ne paye pas les cotisations, qui emploie la main d'œuvre et ne respecte pas les dispositions légales en matière de sécurité sociale. Disons pour ces travailleurs-là, ils exposent leur avenir. Enfin, les travailleurs vont travailler toute l'année, leur avenir est mal assuré. Il faut demander aussi à ces travailleurs-là d'insister auprès de leurs employeurs. Il y a des employeurs clandestins qui n'ont même pas de numéro d'affiliation. Il y a des employeurs qui ont le numéro d'affiliation, mais qui ne font pas immatriculer leurs travailleurs. Les bénéficiaires saluent ce geste car, disent-ils, cette fois-ci, il y a eu augmentation comparativement au premier trimestre. Ils demandent cependant aux employeurs de faire affilier leurs employés pour bénéficier de ces mêmes avantages. C'était une surprise. Celui qui touchait 100, il a eu 130. Celui qui touchait 50, il a eu 65. Cette activité lancée à Goma se déroule au même moment dans les territoires du Nord Kivu, c'est notamment Masisi, Walikale, Nyiragongo et Rutshuru. Je l'annonçais en titre, plus question de minerais de conflit. C'est le message du CEC au président zambien kényan à la première exposition de la foire internationale de Ndola. Nous sommes là en Zambie. Cette foire qui connaît la participation de plusieurs pays africains a vu la RDC, qui occupait depuis 2 ans la place de meilleur exposant international, être reléguée en 2e position par le Kenya en présence de son président Uhuru Kenyatta. En République démocratique du Congo, il n'y a plus de minerais de conflit. Tout est contrôlé, l'a rassuré le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC, à la foire internationale d'Ndola en Zambie. À sa première exposition à la foire zambienne d'Ndola, le CEC a apporté 3 messages à tous les visiteurs zambiens et ceux de plus de 17 pays qui ont participé à cette foire. Pour le CEC, la certification de tous les minéraux permet à connaître l'origine et la traçabilité des minéraux, d'où l'importance des certificats livrés par cet établissement public congolais. Le deuxième message est celui de lutte contre la fraude des minéraux et enfin le troisième est la promotion de l'industrie congolaise tout en expliquant les réformes initiées pour encourager les investisseurs congolais et étrangers. Ces explications fournies par Freddy Mwamba, directeur des études du CEC, au président zambien Edgar Chagwa Lungu et Uhuru Kenyatta du Kenya, qui ont visité les stands du CEC à la foire de Ndola, ont été convaincantes jusqu'à pousser le président kenyan à poser sa signature dans le livre d'or du CEC. Et nous avons été choisis parmi les stands que les chefs de l'État venaient visiter. Donc pour nous c'est une joie. Et nous sommes déjà sur la bonne voie dans la présentation que nous amorçons. À la foire internationale de Ndola, le stand du CEC a été coté excellente exposition par le jury de la foire. Une cote qui a contribué à la réussite de la RDC qui a raflé le prix de 2e meilleur exposant après le Kenya. Rappelons que la République démocratique du Congo depuis 2 ans occupe toujours la première place des meilleurs exposants à la foire de Ndola.